Mireille Delma-Marty est donc professeure émérite au Collège de France, chaire d'études juridiques comparatives et internationalisation du droit de 2002 à 2011, membre de l'Institut depuis 2007, Académie des sciences morales et politiques. Outre sa carrière académique de professeure à l'Université Panthéon-Sorbonne, où elle a fondé et dirigé l'UMR et l'école doctorale de droit comparé, puis au Collège de France, où elle a créé les réseaux internationalisation du droit, mais aussi imagination et droit, docteur honoris causa de 8 universités, Mireille Delma-Marty a participé en tant qu'experte à divers projets au sein d'institutions nationales et souvent auprès du président de la République pour la révision de la Constitution en 1992. Européenne également, direction du corpus juris proposant de créer un procureur européen, mais aussi mondial auprès du procureur de la Cour pénale internationale entre 2011 et 2015. Son approche des divers humanismes a conduit Mireille Delma-Marty à conduire et à mobiliser les forces imaginantes du droit, je cite, en vue du développement d'une communauté de valeurs pluralistes, pluralisme ordonné, et à l'émergence d'un jury et d'une juridiction comme universalisable. Le dernier ouvrage publié, mais vous avez publié de très nombreux ouvrages et lors de notre discussion, vous m'informiez également que des traductions en chinois étaient en cours. Il y a notamment sur les chemins d'un juge commun Universe Labs chez Marais Martin en 2021, mais aussi ce dont vous allez nous parler, la boussole des possibles, qui va être le thème de votre intervention aujourd'hui, avec tout ce que cela peut comporter comme vent contraire, comme imagination, comme créativité d'une certaine manière, mais aussi ce qui nous permettra de voir une pensée en mouvement. Encore une fois, je tiens à vous remercier très sincèrement d'être présente avec nous et je vous donne tout de suite la parole. Merci pour cette présentation sympathique et sans doute trop élogieuse, mais merci aussi de m'avoir invité sur ce thème qui en réalité est très proche de mes travaux, parce que derrière l'idée de la boussole des possibles, je vais essayer de vous expliquer, au fond, ce que nous célébrons avec cette boussole, c'est la rencontre entre la mondialisation et l'imagination. C'est une rencontre qui peut surprendre parce que ce sont deux termes qui sont rarement associés et qui, à première vue, a priori, ne semblent pas destinés à former un couple. C'est un peu comme si chacun de ces thèmes, la mondialisation juridique d'une part, l'imagination d'autre part, était venu de planètes un peu différentes. Et pourtant, j'aimerais vous démontrer que la rencontre peut être féconde, non seulement intéressante, originale, mais elle peut apporter quelque chose qui manque sinon, d'un côté comme de l'autre. Alors, je voudrais commencer en guise d'introduction en vous disant quelques mots sur chacun de ces termes. D'abord, la mondialisation juridique. La mondialisation juridique, c'est un terme qui ne surprend plus maintenant grand monde parce que nous commençons à être habitués au fait que les systèmes de droit sont débordés de partout dans leurs frontières. Nous commençons à être habitués au fait que les grands défis de société ne sont plus du seul domaine de la réponse étatique. Comment répondre au changement climatique et aux catastrophes qui commencent non seulement à être annoncées, mais à se produire, à commencer à se produire. Comment répondre à cela en partant d'un droit qui resterait purement national? Comment répondre à d'autres défis comme la pandémie qui atteint tous les États, un peu à l'image du dérèglement climatique? Comment répondre aux problèmes d'un terrorisme qui se globalise? Et on pourrait continuer la liste de ce que Edgar Morin appelle de façon assez intéressante la polycrise. C'est-à-dire que c'est une série de crises qui apparemment relèvent de domaines différents, le climat, la santé, etc., mais qui en réalité s'entremêlent. Quand
je me souviens, parce que cette année-là était très intense, en 2015, c'était l'année où nous préparions à Paris la COP 21 sur le climat, et c'est l'année où a éclaté en quelque sorte le terrorisme à Paris. Nous avions eu les attentats du 11 septembre, nous avions eu les répercussions des attentats du 11 septembre en 2001, mais en 2015, ce sont les attentats de Paris. Et on a en même temps la COP 21, c'est-à-dire la conférence des États-nations sur le changement climatique, qui essaye d'organiser, de mettre en place une gouvernance mondiale. Et puis, le terrorisme qui frappe chez nous au plein cœur de Paris et qui oblige à penser euh, en termes de droit national, parce qu'il n'y a pas de droit directement applicable à l'échelle mondiale en matière de terrorisme. Donc, nous commençons par ce terme que je pense familier de mondialisation juridique. C'est un terme familier, mais c'est en même temps un terme qui est un peu brouillé, parce que mondialisation, c'est un mot à plusieurs sens, pourrait-on dire, à plusieurs significations. C'est un mot qui désigne un phénomène hybride, je dirais, à la fois une nouvelle structure, un nouveau modèle d'assemblage sociopolitique et de nouveaux processus, c'est-à-dire pas seulement un nouveau modèle, mais aussi des nouveaux mouvements d'extension. Quand on dit mondialisation, on marque un mouvement d'extension qui est à la fois d'ailleurs géographique et symbolique. C'est l'universalisation des valeurs, c'est pas seulement l'extension dans l'espace géographique. Alors, ça va donc être un problème pas évident de faire ce lien entre la mondialisation juridique et l'imagination, parce que quand on parle de mondialisation, il faut chaque fois se demander si on parle du nouveau modèle ou si on parle du nouveau mouvement. Alors, le nouveau modèle, la nouvelle structure d'assemblage sociopolitique, ben, précisément, c'est le modèle mondial. On est habitué maintenant, depuis longtemps déjà, au modèle national, c'est-à-dire à ce que chaque État ait sa propre structure sociopolitique et développe ses propres réponses, même si le phénomène auquel il répond est un phénomène non pas national mais mondial, comme les exemples que j'ai cités. Donc le modèle de l'État-nation, il est concurrencé maintenant par un modèle qui serait le modèle de la communauté mondiale. Alors on voit bien où est la différence. La différence, c'est que le modèle national, c'est une structure qui est indépendante. Chaque État étant souverain sur son territoire a sa propre structure. En revanche, le modèle communauté mondiale a une structure qui est interdépendante. Quand on parle de défi mondial avec les exemples que j'ai cités, on voit bien qu'il y a des interdépendances entre les États, entre le monde humain et le monde non humain même, le vivant non humain quand on parle de climat. Donc, la nouvelle structure d'assemblage sociopolitique qui est la communauté mondiale oblige à observer un contenu qui n'est plus tout à fait le même. Dans la communauté nationale, on parle des droits de l'homme. Au niveau de la communauté mondiale, on parle des devoirs de solidarité à la fois sociale et écologique. Et les éléments qu'on cite ne sont pas tout à fait les mêmes. Au niveau de la communauté nationale, on pense en termes de sûreté de l'État. Au niveau de la communauté mondiale, on pense à l'équilibre de cette communauté, à l'équilibre de l'écosystème. Quand on parle de droit des biens, au niveau national, on pense droit de propriété. Au niveau mondial, on pense patrimoine commun de l'humanité, bien public mondial, ça c'est l'expression des économistes, ou bien commun mondial, c'est plutôt l'expression des écologistes. Et quand on parle de droit des personnes, on pense à la personne humaine dans la communauté nationale. Dans la communauté mondiale, on voit apparaître les droits de la nature, on voit apparaître des modes de représentation
de la nature dans les procès. Alors ça, c'est pour la nouvelle structure. Mais les nouveaux processus de transformation, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une sorte de mouvement d'extension qui dit mondialisation, désigne pas seulement un modèle statique, mais quelque chose qui bouge, une dynamique, un mouvement avec la dynamique que ce terme implique. Alors un mouvement dans l'espace, extension dans l'espace, la territorialité qui est la base de la souveraineté, donc de la construction d'une nation, d'une communauté nationale, est débordée dans ses frontières et on voit apparaître euh, un débordement des flux. Les flux se transfèrent d'un pays à l'autre, d'un bout à l'autre de la planète en un temps record, comme vous le savez. La mondialisation, donc, au sens d'extension géographique des flux, mais peut-être ce qui est le plus troublant et le plus difficile à traiter, c'est la mondialisation des risques. La mondialisation des risques, que ce soit le risque climatique ou tout autre risque, le risque financier, le risque économique, etc. C'est une mondialisation qui atteint les risques et qui atteint même au plus haut degré, on pourrait dire, les crimes, puisqu'on nous parle maintenant, depuis l'après-guerre, depuis 1945, du crime contre l'humanité. À l'évidence, le crime contre l'humanité n'est plus du domaine des seuls États-nations. Donc, on a ce processus de transformation par extension dans l'espace. Et puis, dernier aspect de cette transformation que j'appellerais dynamique, pas seulement un nouveau modèle, mais un nouveau mouvement. Dernier aspect, c'est l'évolution dans le temps. Les communautés nationales se construisent, s'unissent autour de leur histoire. C'est une histoire commune, c'est une mémoire commune. Peut-être faut-il être un peu plus nuancé d'ailleurs en disant c'est un couple mémoire et oubli, parce que dans l'histoire, tout n'entre pas. Il y a toujours quelques oublis quelque part. Mais le couple mémoire-oubli constitue ce qui fait le lien au niveau de la communauté nationale. En revanche, au niveau de la communauté mondiale, il y a un autre couple qui apparaît parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire commune. On commence à essayer, certains historiens commencent à essayer de lancer des programmes pour une histoire de la communauté mondiale, mais on en est encore loin. Donc en fait, ce qui peut unir à l'échelle mondiale, plutôt que l'histoire, la mémoire ou le couple mémoire et oubli, je dirais que c'est le destin, le fait de prendre conscience. Nous commençons à prendre conscience du fait que notre destin sera le même. On commence à utiliser beaucoup dans la grande presse ces derniers temps l'expression de sur le même bateau. Nous sommes sur le même bateau et je dirais où nous coulerons ensemble, où nous sauverons et nous transformerons ensemble. Donc il y a dans la notion même de communauté mondiale, le passage de la communauté nationale à la communauté mondiale, il y a un changement de nature qui est important à signaler, c'est qu'on passe du couple mémoire et oubli à un couple que j'appellerais anticipation et imprévisibilité, ce qui modère un peu les ambitions d'anticiper sur notre destin, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui restent imprévisibles, de même que quand on travaille sur la mémoire, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Donc voilà ce que la mondialisation pose comme problème. Alors pour répondre à ces problèmes, à cette double métamorphose, modèle d'un côté, mouvement de l'autre, nous ne sommes pas très bien préparés en réalité, parce que nous avons bâti nos outils juridiques à partir du modèle national, qui est un modèle simple et qui est un modèle statique. L'ordre juridique national est quelque chose qui est pratiquement immobile ou en tout cas qui ne bouge que dans une certaine durée. Le modèle national, il est construit autour d'une relation hiérarchique et stable. En revanche, le modèle mondial, il est complexe parce qu'il est fait d'interaction, d'interdépendance, donc d'interaction. Et comme il est fait d'interaction, il est aussi évolutif. Les interactions, ça veut dire la façon dont les différents systèmes juridiques nationaux ou internationaux
réagissent les uns par rapport aux autres, s'enchevêtrent donc, et ça amène à quelque chose qui n'est plus de domaine de l'ordre, mais plutôt, je dirais, de l'équilibre. Ce que les scientifiques appellent un équilibre dynamique, c'est-à-dire un équilibre qui bouge tout le temps. Vous savez, c'est le modèle de la bicyclette. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Un modèle dynamique, un équilibre dynamique, c'est quelque chose comme ça. Donc, nous ne sommes pas préparés parce que notre vocabulaire, tout le vocabulaire des juristes, reste statique et au fond, on emprunte beaucoup aux métaphores de l'architecte et de la construction. On parle de fondation, on parle de fondement, on parle de droits fondamentaux. Et on va même jusqu'à utiliser la métaphore qui avait été lancée par le grand juriste Kelsen, qui est la métaphore de la pyramide des normes. Là, c'est une métaphore qui nous impose en quelque sorte l'immobilité, alors que ce que nous constatons sur le terrain, c'est la mobilité, c'est le caractère évolutif. Alors, pour accompagner une rupture aussi radicale, il faut en effet faire appel à l'imagination. Il n'y a donc pas à être surpris. D'ailleurs, dans votre groupe, vous n'êtes pas surpris parce que vous avez déjà tout un programme autour de l'imagination. L'imagination est nécessaire pour accompagner une rupture aussi radicale. Alors, comment définir l'imagination? Je dirais d'abord que l'imagination, elle apporte quelque chose de plus que la simple conscience ou la simple raison. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme est inscrit à l'article 1 le principe selon lequel, ou le constat peut-être, selon lequel les hommes sont doués de conscience et de raison. On ne dit pas qu'ils sont doués d'imagination. Mais l'intérêt de l'imagination, c'est qu'elle apporte quelque chose de plus, je dirais, que la conscience et la raison. Elle apporte une sorte d'élan. On pourrait presque dire une sorte de joie intérieure. J'emploie quelquefois la définition suivante. L'imagination, c'est cette faculté jubilatoire, donc joyeuse, des êtres humains à réassocier des éléments anciens pour en faire du neuf. Réassocier des éléments anciens pour en faire du neuf, c'est aussi au fond ce que j'appelle volontiers le bricolage. Mais attention, le mot bricolage est connoté souvent de façon négative, notamment dans le champ juridique. Là, je ne l'emploie pas dans un sens négatif, mais au contraire dans un sens de prospective. Et je cite à l'appui de cette expression un peu dévaluée chez les juristes, des grands scientifiques comme Claude Lévi-Strauss en anthropologie ou François Jacob dans son livre sur l'évolution du vivant. L'un et l'autre utilisent beaucoup le mot bricolage et François Jacob a cette belle définition du bricolage, c'est faire du neuf avec de l'ancien. Et c'est l'imagination qui nous permet effectivement de faire du neuf avec de l'ancien. Alors, d'une certaine manière, j'ai regardé dans le livre qui est paru sous la houlette de Xavier Pavie, sous le titre Imaginer le monde de demain, j'ai vu qu'on n'était pas très loin en termes de définition, puisque lui considère que l'imagination dans la psychologie classique est l'une des activités de l'esprit, avec l'intuition sensible et l'entendement. Et l'imagination, c'est ce qui permet de fabriquer des combinaisons nouvelles d'images. Donc, vous voyez, combinaison nouvelle, on n'est pas loin du bricolage. Et il ajoute que c'est ce qui nous distingue des autres vivants. Alors, je dirais oui, c'est ce qui nous distingue des autres vivants, encore qu'il y a peut-être un peu d'imagination ici ou là, mais on ne le sait pas toujours chez les animaux, chez certains animaux. Mais ce qui est intéressant, c'est le couple imagination et transmission, et qui nous ramène ensuite à la mémoire. Alors, voilà pour l'imagination telle qu'elle entre en scène pour nous aider à à comprendre comment la mondialisation transforme nos sociétés, à la fois en introduisant un nouveau modèle avec de nouveaux éléments et en introduisant un nouveau mouvement.
pour prendre la mesure de l'importance de cette dynamique, cet équilibre dynamique dont j'ai parlé, je vous renvoie aux travaux de Gaston Bachelard, philosophe des sciences. Avant de devenir philosophe, il était professeur de physique dans les lycées, puis il est devenu philosophe des sciences, et dans le nouvel esprit scientifique, il pose la question: comment échapper à la raideur des convictions non discutées? Pour répondre, il dit il faut opposer à la fausse objectivité scientifique, qui est au fond ce qu'il cherche à combattre en tant que philosophe des sciences, il faut opposer à la fausse objectivité scientifique les forces imaginantes de l'esprit. Et il propose une méthode non cartésienne, c'est-à-dire que c'est une méthode qui n'impose pas le principe de non-contradiction, qui admet certaines contradictions, parce que les contradictions peuvent faire évoluer. Et il a cette formule dans la psychanalyse du feu. Il y a 2 livres auxquels je vous convie. Le Nouvel Esprit scientifique, écrit en 1934 pour la première fois, et la psychanalyse du feu en 1938. Il dit: si l'on ne peut atteindre tout de suite à la multiplicité ordonnée, il faut utiliser la dialectique comme un fracas. La dialectique, ce sont les contradictions, les contraires. Il faut les utiliser comme un fracas qui réveille les résonances endormies. Eh bien, c'est un peu ce que je propose de faire quand je parle des forces imaginantes du droit, c'est opposer de nouvelles méthodes, notamment des méthodes non kelseniennes, c'est-à-dire qui n'identifient pas le droit à l'État, qui admettent que le droit puisse être hors de l'État, entre les États ou au-dessus des États. Donc, invoquer les forces imaginantes, c'est opposer une méthode non kelsenienne à la fausse évidence d'un droit qui serait identifié aux États. Au fond, c'est essayer de produire un réveil de ces résonances endormies, et c'est là que l'imagination peut nous apporter beaucoup. Alors peut-être avant de passer à la suite des développements, on pourrait faire une pause, passer une petite vidéo que nous avons faite justement pour illustrer l'idée d'une boussole des possibles, l'idée que ces mouvements liés à la mondialisation nous obligent à penser les possibles, les modèles possibles et les dynamiques possibles autrement que traditionnellement. Donc là, je pense qu'on va essayer de vous passer la première vidéo. Si elle est trop longue, on peut la raccourcir un peu. En principe, elle fait 4 minutes. Si c'est un peu long, vous avez... État d'urgence sur la planète. Pris dans le tourbillon des vents nés de la mondialisation, nous sommes tentés de nous replier sur les États-nations, ultime refuge. Refuge illusoire. Le déni, l'irresponsabilité nous mènent dans ce lieu maudit où les vents contraires se rencontrent, paralysie ou naufrage, le poteau noir. À l'affût de la moindre brise, il nous faut une boussole inhabituelle, car aujourd'hui aucune direction ne l'emporte. Il faut s'y résoudre. Dans la communauté mondiale émergente, pas de pôle nord. Dépassé par les enjeux environnementaux, même l'humanisme ne suffit plus à nous guider. D'autres générations, bien avant nous, avaient fini par admettre non sans mal que la Terre n'était pas au centre du système solaire. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que les humains ne sont pas au centre de la Terre. Quel destin alors pour l'humanité? Comment fabriquer cette boussole pour nous orienter dans ce grand bazar? Partir d'un repère, d'un point sûr, le sol, la terre. La rose des vents, minérale, massive.
se projeter dans l'espace, dans les airs, lutter contre la pesanteur. Entrer dans la danse, participer. Retenir l'essentiel, le petit souffle innommé, l'élan vital du citoyen du monde. Et puis, enfin, aspirer au calme. Fraternité, hospitalité, égalité, dignité, solidarité humaine, solidarité écologique, responsabilité, créativité. Stabiliser sans immobiliser. Pacifier sans uniformiser. Alors, il y a peut-être déjà des questions avant que je continue sur la façon dont interagissent l'imagination et la mondialisation. Je ne sais pas ce que vous pensez, si on peut faire une première ouverture sur les questions ou est-ce que je continue? Je propose que vous continuez. On a des questions, on a beaucoup de questions, et je vais essayer comme ça de les ramener un peu ensemble pour que ce soit plus évident. Donc, si vous voulez bien continuer, si ça ne vous ennuie pas. D'accord. Alors, je vais peut-être aller plus vite parce qu'on développera les réponses à partir des questions. Je vais vous donner simplement la structure. Très bien. Donc, l'idée, c'est que l'imagination nous offre des nouveaux instruments pour penser ce changement radical que représente la mondialisation. Alors, d'un côté, l'imagination, ça permet de changer les métaphores. Je vous disais que les métaphores habituelles dans le champ juridique sont des métaphores statiques, les socles, les piliers, les pyramides, et en revanche, ce qui se passe au niveau de la communauté mondiale est très mal rendu par ces métaphores classiques. Donc, changer de métaphore et puis changer aussi les récits. Parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la communauté nationale, elle s'est construite sur des récits communs, mémoire et oubli communs, une histoire, en d'autres termes, une histoire partagée. Et la communauté mondiale, n'ayant pas cette histoire partagée, est obligée d'inventer le futur. Autrement dit, des récits d'anticipation. Et l'anticipation se heurte à ce moment-là à l'imprévisibilité. Comment peut-on anticiper alors que tant de phénomènes restent imprévisibles malgré les efforts scientifiques? Alors, je vais vous donner un exemple de chaque. Pour la métaphore que j'utilise et qui m'a conduite à l'idée de boussole, c'est la métaphore de la rose des vents. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe au niveau des sociétés mondialisées qui sont les nôtres, on constate que les vents soufflent dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, si on essaye de dessiner une rose des vents, qui est le point de départ pour faire ensuite une boussole, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur cette rose des vents
on peut identifier un certain nombre de vents principaux et puis ce que j'appellerais les vents d'entre les vents. Donc les vents principaux, c'est nord, sud, est, ouest, alors qui se traduit dans notre langage à nous par liberté, liberté, sécurité, coopération, compétition. 4 vents principaux qui apparemment fonctionnent par paires opposées. Liberté opposée à sécurité et compétition opposée à coopération. Et puis il y a ce qu'on appelle, ce que je propose d'appeler les vents d'entre les vents, comme sud-est, nord-est, sud-ouest. Et là, je dirais, il y a également 4 vents d'entre les vents qui sont l'innovation et la conservation, l'exclusion et l'intégration. Alors l'intérêt d'avoir une rose des vents, c'est qu'on peut situer au fond les courants dominants et repérer les contradictions ou les oppositions. Si on dit contradiction et qu'on pense en termes principe de non-contradiction, c'est un peu inquiétant. Et si on dit opposition, il y a peut-être une possibilité de faire fonctionner ensemble les vents apparemment contraires. Donc l'idée, c'est que la métaphore que nous offre le travail de l'imagination, la métaphore de la rose des vents, permet de repérer où sont les problèmes. À l'heure actuelle, par exemple, avec la pandémie, mais aussi avec le terrorisme, on se rend bien compte de la contradiction forte, l'opposition difficile à résoudre entre liberté et sécurité. Progressivement, on a vu dans le cas du terrorisme d'abord, puis dans le cas de la crise sanitaire ensuite, peu à peu, un certain nombre de libertés mises de côté, écartées, suspendues. On peut espérer qu'elles sont seulement suspendues, pas définitivement écartées, au nom de l'insécurité, au nom de la santé pour ce qui est de la pandémie, au nom de la sécurité des personnes et des biens pour ce qui est du terrorisme. Donc, l'intérêt déjà, le premier intérêt de la métaphore offerte par l'imagination, c'est de se représenter quelque chose qui est difficile à accepter parce que c'est contraire à ce qu'on nous a toujours enseigné avec le principe de non-contradiction. Et le risque, au milieu de ces vents contraires, c'est de se retrouver, là c'est une autre image offerte par l'imagination aussi, ce qu'on appelle le poteau noir. Le poteau noir, c'est intéressant si on utilise toutes les métaphores de navigation autour de la mondialisation. Le poteau noir, c'est un lieu au milieu des océans où se rencontrent des vents du nord et du sud, les alizés du nord et les alizés du sud, qui sont parfois très violents en ce lieu. Alors, de deux choses l'une, où soit les vents, en se combattant, se neutralisent mutuellement, et au temps de la marine à voile, pas de vent, ça veut dire calme plat, ça veut dire le bateau reste encalminé, il est paralysé, il est bloqué, et il peut rester bloqué assez longtemps. Ou alors, les vents se heurtent avec une telle violence que le bateau fait naufrage. Et au fond, la paralysie ou le naufrage, c'est quelque chose qui évoque, en tout cas pour moi, je ne sais pas si ça évoque aussi pour vous, des exemples contemporains. On se dit que l'Europe, par exemple, elle est à la fois paralysée et menacée de naufrage si elle ne réussit pas à se remettre en marche. Mais l'Europe, vous allez me dire, ce n'est pas le monde entier, certes, et il ne faut pas non plus prétendre que l'Europe soit un modèle pour le monde, ce serait trop inquiétant. Mais il n'empêche que paralysie, naufrage, on le voit en Europe, on le voit aussi à l'échelle mondiale. Donc voilà pour la métaphore de la rose des vents, pour repérer les vents contraires. Alors la métaphore, elle peut aider aussi, et c'est là qu'on reviendra sans doute tout à l'heure sur l'image de la boussole, elle peut aider aussi à réguler les vents contraires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré les oppositions, on peut trouver dans les techniques juridiques des moyens pour combiner les vents contraires. L'idée de départ qui me paraît importante, surtout par les temps qui courent, où on aurait tendance à dire il faut tout sacrifier à la sécurité. Je pense que l'idée importante, c'est qu'aucun des vents ne doit l'emporter sur tous les autres.
L'idée importante, c'est que les vents doivent pouvoir fonctionner de façon complémentaire. Ils sont apparemment inconciliables. En réalité, il y a des moyens pour les concilier. Il y a des moyens pour les concilier par pondération. Si vous prenez la contradiction entre innovation et conservation, il y a une manière de pondérer parce qu'on a à la fois besoin des deux. On ne peut pas faire uniquement souffler le vent de la conservation, on a besoin aussi d'innover et réciproquement. Et si on revient à mon premier exemple, liberté contre sécurité, là encore, on ne peut pas se contenter d'un seul vent dominant qui serait pour le moment plutôt la sécurité, à d'autres moments peut-être plutôt la liberté. Je crois que la liberté sans sécurité, c'est le grand chaos, mais la sécurité sans liberté, c'est le totalitarisme. Donc il faut arriver à les concilier et là, la métaphore peut nous aider. Alors ensuite, l'autre exemple que je voulais prendre pour montrer ce que l'imagination peut nous apporter comme prise, pour avoir une meilleure prise au fond sur les phénomènes que nous rencontrons, c'est la notion de récit d'anticipation. Comme la communauté mondiale est moins fondée sur son histoire que sur son destin, en réalité, ça veut dire que le rôle que joue la mémoire dans l'histoire des communautés mondiales, des communautés nationales, le rôle que joue la mémoire dans l'histoire des communautés nationales est joué en quelque sorte et peut être joué par l'anticipation au niveau de la communauté mondiale. Quels sont les récits qui permettent d'anticiper sur notre destin? Alors je dirais qu'au départ, nous restons très attachés, beaucoup d'entre nous, les humains, bientôt 8 milliards d'hommes, et déjà beaucoup plus que ce qui était le début du XXe siècle, où c'était 3 milliards d'hommes. Nous ne sommes pas loin de 8 milliards d'hommes. Alors, ces humains ont tendance à rester attachés au récit traditionnel de l'État-nation. Le récit que nous connaissons le mieux, c'est celui de notre État-nation, avec ses liens avec le territoire, avec la souveraineté et avec peut-être un certain anthropocentrisme. Mais avec les modifications de la vie concrète, notamment la vie économique, on voit apparaître d'autres récits. Je dirais que le premier peut-être qui s'est affirmé comme tel, comme récit d'anticipation, c'est après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, avec la création de l'Organisation des Nations Unies, puis en 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un récit promesse. C'est un récit qui nous promet, au fond, que tout va aller bien, qu'on va réussir à concilier le libre marché et les droits de l'homme. Et c'est au fond c'était la conviction, je crois, des vainqueurs de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qui les a amenés à essayer de faire marcher ensemble, de faire jouer un rôle complémentaire au marché, c'est-à-dire la fameuse main invisible, le marché autorégulé, et aux droits de l'homme, les droits de l'homme affirmés comme universels maintenant, avec la Déclaration universelle de 1948. Le problème, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné. Et je pense qu'on peut dater peut-être de 2001, et plus précisément, pourquoi 2001? Parce qu'il y a eu les fameux attentats du 11 septembre 2001, l'attaque terroriste au cœur du royaume du libéralisme qui était les États-Unis. Donc, à partir de cette date de 2001, on a vu que le modèle, ce récit promesse de ce que j'appellerais volontiers un marché humaniste, ou si on préfère une humanité marchandise. En tout cas, ce premier récit, il a été remis en cause. Et à l'heure actuelle, ce qu'on entend le plus, ce soit dans la grande presse ou ailleurs, c'est le récit, je dirais, catastrophe. Le récit catastrophe qui est le récit du grand effondrement. C'est tout le travail des collapsologues que de montrer de façon souvent assez convaincante
à partir d'études scientifiques paraissent sérieuses et solides. J'ai souvent l'occasion d'en parler avec des collègues au Collège de France, puisque là, c'est un lieu où nous sommes venus les uns et les autres de disciplines très différentes. Donc, avec l'interdisciplinarité qui se met en place, on voit que les arguments ne manquent pas à l'appui du récit catastrophe du grand effondrement. Ce n'est pas ça qui va nous donner une boussole pour nous diriger. C'est plutôt une sorte de récit de la peur qui risque de nous paralyser. Alors, est-ce qu'il y a d'autres récits alternatifs? Il me semble qu'il y a un récit qui est très présent, même s'il est loin de nous dans son origine, c'est le récit programme. Le récit programme que j'identifie pour l'heure actuelle à ce que nous propose la Chine, avec son programme, précisément c'est le mot, avec son programme des nouvelles routes de la soie. Tout le programme des nouvelles routes de la soie, qui est un programme très concret. On fait beaucoup de béton, on fait des ports, on fait des routes, on fait des aéroports et des ports, et on construit pour rendre possible une sorte de grand marché mondial. Mais derrière la mondialisation du marché qui est annoncée par ce thème, il y a aussi une sorte d'assujettissement, je dirais presque d'asservissement des êtres humains, parce que cette extension du marché va de pair avec des techniques de contrôle de plus en plus intrusives. On en a suffisamment parlé ces derniers temps pour que je n'insiste pas davantage. Alors, en sommes-nous là? C'est-à-dire avec le choix entre revenir au récit promesse qui n'a pas marché, ou avec le récit catastrophe du grand effondrement, ou avec le récit programme du grand asservissement. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir autrement? Est-ce qu'il y a moyen d'échapper au grand effondrement sans subir le grand assujettissement? J'espère que c'est possible, c'est mon espoir. Et comment qualifier ce récit qui serait ni l'un ni l'autre, ni le grand effondrement, ni le grand asservissement? Je propose de parler d'un récit aventure, parce que c'est un récit qui ne prétend pas tout prévoir, qui ne prétend pas tout programmer d'avance, mais qui essaye de se donner les moyens d'accueillir la nouveauté, d'accueillir l'imprévisible quand il se produit. Et là, je pense que l'imagination peut être extrêmement importante pour aider à construire ce récit aventure. Au fond, on peut se servir de la rose des vents en mettant au centre, au lieu de mettre un pôle nord, comme on est habitué à le faire pour les boussoles habituelles. On aurait au centre de la rose des vents un certain nombre de principes communs, de principes de gouvernance qui rendraient possible une gouvernance mondiale, je dirais apaisée. Pas la paix perpétuelle rêvée par Kant, mais une mondialité apaisée. Ce n'est pas non plus la grande paix rêvée par les classiques chinois, mais c'est quelque chose de plus modeste. C'est un rééquilibrage au fur et à mesure autour d'un certain nombre de valeurs communes qui nous viendraient de ce que j'ai appelé, si vous voyez les textes sur la boussole, la spirale des humanismes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul humanisme, il y a plusieurs visions de l'humanité. Et si nous arrivons à dégager de ces diverses visions de l'humanité des principes communs, nous aurons peut-être quelque chose qui ressemblerait à de la bonne gouvernance. Mais c'est très ambitieux et je crois qu'on en est encore très loin. Donc peut-être pour animer un peu ce moment que nous passons ensemble, ça serait utile maintenant d'écouter les questions et puis je garde mes derniers mots de conclusion pour la fin. Très bien. Merci beaucoup de cette longue et brillante introduction qui mêle les disciplines. Vous ne l'avez pas noté à proprement parler, mais beaucoup de questionnements ou de remarques que vous avez soulignés, aussi un grand nombre de consonances philosophiques. Vous l'avez fait un peu avec Kant notamment, mais ça engendre évidemment un grand nombre de questions philosophiques. Nous avons beaucoup de questions
qui sont très variées. Donc, il n'est pas forcément évident de les regrouper les unes les autres. Si ça ne vous ennuie pas, je vais vous les lire et puis je vous laisse répondre, même si elles n'ont pas forcément de lien les unes les autres. Mais c'est aussi suite à la lecture de certains de vos textes. Est-ce qu'il y a Je me combien de lance. questions à peu près que je mesure le temps de mes réponses? Alors, plutôt des réponses courtes, parce qu'en effet, j'en ai 6, 7 qui sont là. Donc, si c'est possible. Alors, la première chose qui est posée, c'est comment pensez-vous que nous puissions ramener la fraternité et un esprit plus communautaire entre les individus dans notre société qui est tournée plutôt vers une forme d'égocentrisme et une société inégalitaire? Alors, je réponds au fur et à mesure. Oui, oui, parce que les questions vont être différentes, donc c'est mieux, peut-être. Alors, c'est là que ça prolonge, c'est une question qui prolonge tout à fait ce que j'ai dit à la fin. Quand on cherche comment assurer ce qui pourrait être une bonne gouvernance mondiale, eh bien, si on veut que ça marche, il faut arriver à dégager des principes communs des différentes traditions humanistes. Alors, la fraternité, au fond, je la rattacherai volontiers à la première tradition humaniste, l'humanisme de la proximité, l'humanisme que certains appellent l'humanisme de la relation, et pas la relation à l'échelle mondiale, la relation avec ses communautés les plus proches, la famille, la tribu, la cité, éventuellement la nation, et on est loin de la communauté mondiale. Alors, si on réfléchit en termes d'humanisme, de chaque vision de l'humanisme, la première, cet humanisme de la relation, eh bien, c'est elle qui, à mon avis, a engendré le principe de fraternité. Et corollaire du principe de fraternité, vous allez me dire que c'est encore plus difficile à garantir, ce que j'appellerais le principe d'hospitalité, dont on rediscute à l'heure actuelle à propos des migrations. Le principe d'hospitalité, c'est le contraire de la construction des murs et des barrières en tout genre. Donc, fraternité et hospitalité, eh bien, c'est quelque chose qui nous vient de la vieille tradition de l'humanisme en relation, de l'homme en relation, qui est une des visions de l'humanisme et qu'il ne faudrait pas oublier, qu'il ne faudrait pas négliger. Et comment faire pour la réanimer? À mon avis, dans certaines situations difficiles, on retrouve l'esprit de fraternité. Par exemple, au moment des confinements, il y a eu des comportements de redécouverte de cet esprit de fraternité. Et face aux migrations, on a aussi redécouvert le principe de spiritualité. Mais on ne l'a pas fait de façon consciente. Peut-être qu'il faudrait articuler les choses de façon plus claire, plus visible, plus perceptible. Il s'agit de chercher des principes au croisement des différents humanismes. Alors que jusqu'à présent, on a toujours eu un peu l'impression que les principes communs, on les attachait surtout à l'humanisme vu par les Occidentaux, c'est-à-dire l'humanisme de l'émancipation individuelle dans le prolongement de la philosophie des Lumières. Et là, la nouveauté à travers la méthode que je propose, c'est de ne pas laisser un seul humanisme mener le monde. D'ailleurs, sans doute, la difficulté qu'on a eue avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qu'elle se veut universelle, mais elle reste très marquée par une partie de notre culture, mais pas toutes nos cultures. Alors, il y a justement une question sur le sujet, donc ça va être dans le prolongement. Pensez-vous qu'il y a un avenir ou quel avenir pour l'idée des droits de l'homme et s'ils sont véritablement universels? Alors, les droits de l'homme, la question, bon, la déclaration de 1948, au départ, la demande qui avait été faite aux rédacteurs, c'était de faire une déclaration internationale des droits de l'homme. Et c'est au cours de réunions, au cours de leur travail de rédaction, que les membres eux-mêmes, vous savez qu'il y avait un Français, René Cassin, il y avait le groupe était présidé par une Américaine, il y avait un Chinois, il y avait des gens un peu de toutes les régions du monde.
Et ils ont tous décidé ensemble, je crois à l'unanimité, d'appeler la déclaration universelle. Et ils ont essayé de faire en sorte qu'elle puisse être considérée comme telle. En fait, je crois qu'il y avait quand même une dominance occidentale assez forte parce que le point de départ de cette déclaration, ça a été de mettre bout à bout toutes les déclarations existantes en matière de droits de l'homme et en matière de droit écrit. On n'a pas cherché les traditions orales, on a cherché uniquement les droits écrits, et les droits écrits, la plupart du temps, venaient de la vision occidentale des Lumières. Donc, malgré la bonne volonté des uns et des autres, on a cette déclaration dite universelle, mais qu'il faudrait rendre un peu plus universelle, je dirais encore, en faisant entrer d'autres cultures. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'individu émancipé qui doit avoir des droits, mais il y a aussi les collectivités. Et là, après la période des Lumières, il faut tenir compte de la période que nous vivons maintenant. C'est plus tout à fait la même vision d'un individu émancipé qui pense par lui-même, mais c'est une vision liée aux interdépendances. Je vous avais dit au début de quelques mots d'introduction qu'on était en train de passer de l'indépendance à l'interdépendance. Les interdépendances, ça implique l'esprit de solidarité. Si nous sommes interdépendants, la réponse logique doit être une réponse solidaire. Sinon, ça ne peut pas marcher. L'interdépendance est tellement forte qu'une réponse indépendante, solitaire et pas solidaire, ne peut pas fonctionner. Donc, je crois que la difficulté, c'est de se rendre compte de cela, de s'en apercevoir, de le rendre visible. Et dans cet objectif de visibilité, c'est là que je pense que l'imagination a un rôle à jouer à travers notamment les métaphores qu'elle propose. Donc vous voyez, il y a une sorte de cohérence à travers la dispersion apparente du propos. Je crois qu'il y a une cohérence qui peut se développer petit à petit autour de cette notion qui serait au fond plus modeste. Ne proclamons pas tout de suite des droits qui seraient d'emblée universels, mais faisons en sorte que les droits soient universalisables. Et pour être universalisables, qu'ils s'inspirent des différentes traditions, qu'ils essayent de les concilier au lieu de les opposer. Un autre thème que vous avez abordé de manière claire et qui revient dans les questions, vous parlez de trouver le juste équilibre entre liberté et sécurité. Est-ce que, selon vous, alors c'est compliqué évidemment d'avoir une réponse noire ou blanche sur ce sujet, mais est-ce que l'on devrait en conclure que la liberté prime sur la santé? Et évidemment, ces questions sont posées, je résume un peu, mais ces questions sont posées dans le contexte que nous vivons avec la vaccination, avec les passes sanitaires, avec toutes ces différentes dimensions. Alors justement, j'ai essayé de dire que aucun des vents, aucun des courants ne doit l'emporter sur les autres. Il faut arriver à les combiner. Alors dire que la sécurité est le premier des droits et que tous les autres lui sont soumis, c'est donc quelque chose qui me paraît pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Mais dire le contraire, que les libertés l'emportent toujours sur la sécurité, c'est pas non plus la bonne réponse. En réalité, je crois qu'il faut arriver à les concilier avec l'idée que le droit, ça sert à pondérer, c'est l'image de la balance, mais le droit, ça sert aussi à apporter des limites, des bornes. Et il y a peut-être dans l'arsenal des droits de l'homme que nous connaissons un droit à l'égale dignité qui est inscrit à l'article 1er de la Déclaration universelle, qui peut faire obstacle à la fois aux abus de la sécurité et aux abus des libertés. Au nom de l'égale dignité de tous les êtres humains, par exemple, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a tenu bon sur sa posture consistant à dire qu'il y a des droits indérogeables comme le droit à la dignité, d'où l'interdiction absolue des traitements inhumains ou dégradants. Et on n'est pas au bout de l'histoire de la pandémie, mais il est possible que certains comportements, notamment s'agissant des personnes âgées, complètement coupées de leur milieu familial, aient été des comportements
de violation de ce principe d'égale dignité. Mais en même temps, le principe d'égale dignité peut être opposé à d'autres comportements qu'on pourrait analyser comme des abus des libertés. Je pense à quoi, par exemple, la sélection, les pratiques d'eugénisme qui se développeraient à l'occasion de la procréation artificielle, ou les pratiques du type clonage. Imaginez que quelqu'un souhaite se fabriquer une réserve d'organes de rechange en cas de besoin par clonage. Un jour, le clonage reproductif humain sera possible, on n'en est pas très loin. Est-ce qu'il faut l'autoriser sous prétexte de respecter la liberté de chaque individu? Je pense que non. Je pense que donc ce même principe d'égale dignité peut être une borne aux excès d'un côté comme de l'autre. C'est ça que la technique juridique peut nous apporter. Dans nos problématiques contemporaines que nous avons, il y a évidemment les enjeux de changement climatique, et vous les avez esquissés tout à l'heure, et le rapport du GIEC énonce un code rouge pour l'humanité. Comment est-ce que l'on pourrait imaginer une communauté juridique mondiale qui pourrait agir pour pousser les États justement à de réelles actions pour lutter contre le changement climatique? Quel serait le rôle d'une communauté juridique mondiale sur ce sujet précis qui devient une urgence? Vous savez, la communauté juridique mondiale en matière de climat, ça a commencé. Il y a déjà le GIEC, c'est-à-dire que nous pensons toujours en termes de communauté égale État. Mais à l'échelle mondiale, les États seront sans doute les derniers à bouger. En fait, à l'échelle mondiale, ce qui a suscité le mouvement, c'est beaucoup plus la société civile et je dirais les scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme. Donc, il y a déjà un début de communauté mondiale. Et ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est ce que je vous dis là, c'est une certaine banalité, on le savait déjà, que le mouvement écologiste n'est pas né des États. Il est né des constats des scientifiques, une sorte d'alliance entre les scientifiques et la société civile, on peut l'appeler civique, les citoyens du monde. Alors, c'est né comme ça, et je crois que c'est important de considérer que cette alliance au sein de la société civile peut déclencher d'autres alliances. À l'heure actuelle, depuis quelques années, on parle de plus en plus de la justice climatique. Il commence à y avoir des décisions de justice à tous les niveaux. Alors, ça peut être des juges nationaux, il peut s'agir de juges des droits de l'homme, de juges régionaux, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine, la Cour africaine. Il peut s'agir aussi de juges mondiaux, le Tribunal international du droit de la mer dans certains cas, la Cour pénale internationale, car certains crimes contre la nature peuvent entrer en même temps dans la définition des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si les États ne bougent pas, il y a un mouvement qui est en marche en réalité. Il y a un mouvement qui a commencé vers une sorte de mutualisation de ce qui constitue nos craintes, mais ce qui peut constituer aussi nos espoirs. Et je pense que l'alliance, elle sera d'autant plus forte qu'elle ne se construira pas seulement sur la peur, mais elle se construira aussi sur une sorte d'émerveillement devant le miracle du vivant sur cette planète qui était un petit caillou finalement, dans un vaste univers avec une enveloppe très fine et très fragile qui est l'enveloppe qui a permis le développement du vivant. Si on prend conscience de ça, il peut y avoir un mouvement pas seulement de peur, mais je ne dirais pas non plus d'enthousiasme, c'est peut-être trop fort, mais d'élan, une sorte d'élan, et c'est là que l'imagination peut beaucoup nous aider. Merci. Deux petites questions peut-être pour terminer. La première concerne la vidéo que nous avons vue, dans laquelle on voit effectivement une démonstration par l'art de la pensée. Ça peut être que d'ailleurs Méliès, un peu de Calder également.
Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une articulation pour vous entre la pensée et l'art? Alors, ça peut être d'une manière générale, mais plus particulièrement pour vous, cette articulation originale, et qu'on n'imagine pas spontanément, entre pensée, pensée juridique, pensée du droit et l'art. Et en fait, l'initiative est venue de ma part parce que je me rendais compte que tout ce que j'essayais d'expliquer avec les mots était très difficile à faire comprendre. J'avais un peu l'impression à certains moments d'arriver au bout de l'instrument que constituent les mots ou les métaphores habituelles. Alors, j'ai essayé d'utiliser d'autres métaphores, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais avec chaque fois l'impression c'était pas suffisant et qu'il fallait peut-être pas agir seulement sur les représentations cognitives qui passent par le discours, mais agir aussi sur les perceptions sensorielles. Les perceptions sensorielles, ça peut être l'ouïe, ça peut être le regard, ça peut être tout ce qui touche aux 5 sens. Et l'idée m'est venue ayant fait déjà La Rose des Vents sur un de mes livres qui est sorti en 2016, aux 4 vents du monde. J'avais déjà dessiné La Rose des Vents, mais je n'avais pas pensé à en faire une boussole. Et l'idée m'est venue de proposer à un artiste de traduire en fait les idées de ce livre sur la rose des vents et sur la ronde des vents quand les vents se mettent à tourner dans tous les sens et à constituer une sorte de vaste chaos, de vaste désordre. L'idée de faire ressentir tout cela pas seulement par le discours rationnel, mais par une perception plus immédiate, d'où l'idée de cet objet qu'on nous appelons, c'est pas une sculpture véritablement, mais c'est un objet mobile. Nous l'appelons objet manifeste, un objet qui manifeste l'idée. Au fond, il y a un message derrière cette boussole, et vous allez voir tout à l'heure l'autre boussole. Ce que vous avez vu là, ce n'est qu'une maquette d'1 mètre de haut, mais la boussole véritable prototype fait plus de 4 mètres de haut, 5 mètres, non, 4 mètres de haut, le prototype. Et ce prototype, il montre une chose qui me paraît importante pour penser l'avenir et pour anticiper sur l'avenir. Il montre qu'il est possible de stabiliser sans immobiliser. Et toute l'astuce de la construction par Antonio Beninca, qui est l'artiste qui a travaillé sur cette boussole, toute l'astuce a été de montrer que les jours de vent, l'ensemble tient, est stabilisé, mais il n'est jamais immobilisé. Stabiliser en immobilisant, c'est possible, mais ça risque de déboucher sur le totalitarisme. C'est le risque d'asservissement que j'évoquais tout à l'heure à propos des nouvelles routes de la soie. En revanche, ce que nous essayons de démontrer, au fond, ça serait un argument pour imaginer un récit, un nouveau récit qui serait le récit aventure. Le récit aventure, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, l'avenir étant imprévisible, mais on se met en position d'accueillir ce qui arrive, d'accueillir l'imprévisible et donc de stabiliser sans immobiliser. Et pour montrer cela, les mots ne suffisent pas. Et là, l'idée de départ, c'était donc qu'on avait besoin d'exprimer autrement que par les mots. Alors, on peut exprimer par un tableau, on peut exprimer par de la musique. Là, on a fait le choix d'exprimer par un objet qui manifeste une pensée stabilisée sans immobiliser. Et c'est pour ça que ces mots sont répétés à la fin un peu en boucle. Merci. Il y a une dernière question qui est une question un peu plus personnelle sur vous, sur votre parcours, et qui demande finalement quels sont les grands défis dans votre brillante carrière, dans tout ce que vous avez fait, quels sont les défis que vous avez rencontrés et peut-être aussi comment vous les avez vécus ou plutôt surmontés, ces défis, un peu comme conseil pour ces étudiants qui nous regardent tous. Ah, ça, c'est une question très difficile parce que c'est le genre de question que je ne me suis jamais posée. Et je ne sais pas si je suis bien placée pour y répondre. Peut-être que de l'extérieur, on voit mieux le fonctionnement. Alors, le premier défi que j'ai eu, c'était de continuer à faire du droit
sous l'angle le plus aride que ça peut représenter. La technique juridique est quelque chose qui est très rigoureux, donc assez aride, et qui implique des contraintes fortes. Comment on continue à faire du droit tout en étant en posture... Comment faire pour être à la fois dedans et dehors? Alors, dedans, pour continuer à faire du droit, et dehors, pour essayer de comprendre ce qu'on fait. Et ça, c'est un défi que je me suis donné assez vite, assez tôt. Peu après l'agrégation de droit, j'ai fait quelques bouquins classiques. J'ai fait 2 que sais-je sur le droit de la famille, le mariage et le divorce. J'ai publié ma thèse en droit pénal des affaires et j'ai fait surtout un petit manuel au PUF de droit pénal des affaires qui a été réédité un certain nombre de fois. Mais très vite, c'est-à-dire très vite, c'est peut-être une dizaine d'années après l'agrégation de droit, j'ai publié un livre un peu sui generis qui s'appelle Les chemins de la répression, qui n'est pas un programme scolaire, mais qui est une réflexion sur le pénal, une réflexion sur les fonctions de la peine et sur la manière dont la logique, le raisonnement rationnel s'enchevêtre avec une sorte de magie dont on ne parle jamais, mais qui est très présente, c'est-à-dire l'idée que le procès pénal peut être d'une certaine manière d'effacer le crime. Alors effacer, c'est ineffaçable puisqu'il a eu lieu, mais l'effacer dans la mémoire, faire qu'il soit possible de repartir au-delà, de ne pas rester enfermé dans le passé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a amené à sortir, à ne pas rester uniquement à l'intérieur du droit. Mais en même temps, je n'ai jamais renoncé à la technique juridique, c'est-à-dire que c'est un peu une position acrobatique d'être dedans et dehors, mais ça me paraît nécessaire parce que la technique juridique n'a jamais été aussi évolutive, elle change à tout moment. Si vous essayez de dessiner par exemple le droit européen, avec les 2 cours européennes, celle de Strasbourg et celle de Luxembourg, le temps que vous allez mettre à faire le dessin, le droit aura déjà changé, a fortiori si vous vous placez à l'échelle mondiale. Donc, c'est un défi permanent et qui devient de plus en plus difficile à surmonter. C'est pourquoi je pense qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup plus besoin qu'à l'époque où j'ai commencé mes études de droit, on a beaucoup plus besoin de travailler en équipe. On a besoin de travailler en équipe parce qu'on a besoin de manier plusieurs langues, plusieurs imaginaires. Je parlais de la spirale des humanismes. On a besoin donc de comparer dans l'espace, de comparer dans le temps, de comparer dans les pratiques et dans les métaphores d'ailleurs. Certaines civilisations peuvent apporter des métaphores auxquelles d'autres ne pensaient pas. Alors pour le moment, les métaphores d'origine occidentale ont peut-être été trop présentes, en tout cas très présentes, mais il y a d'autres métaphores qui peuvent nous venir. Il y a des concepts, par exemple, quand on parle de crime contre l'humanité, quelle vision de l'humanité avons-nous? Il y a la notion de l'humanité faite d'individus, c'est un peu la nôtre, mais il y a l'humanité aussi faite de groupes, de collectivités, et c'est la notion qui est très importante en Afrique du Sud de l'Ubuntu. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quand on redéfinira un jour le crime contre l'humanité, faire entrer d'autres visions de l'humanité dans cette définition? De même, à l'heure actuelle, vous savez qu'on discute de la création et on l'a adopté, mais de façon très timide et à mon avis très insuffisante dans la loi climat en France, le crime d'écocide. L'écocide, ce serait le pendant du génocide, c'est-à-dire la destruction, alors non pas de l'humain, mais la destruction du vivant. L'écocide, c'est ce qui risque de déséquilibrer complètement l'écosystème dont nous faisons partie. Nous ne sommes pas les maîtres de l'écosystème, nous en sommes des composantes. Donc voilà quelques exemples pour essayer de vous répondre sur les premiers défis. Alors, ceux qui me paraissent les plus importants, ce sont ceux-là. Après, il y a des défis plus concrets. Qu'est-ce qu'on fait face à un terrorisme qui se globalise? Que faisons-nous face aux
dérèglement climatique qui accélère dans des proportions qui avaient été mésestimées, qui avaient été sous-évaluées en tout cas. Comment faire avec l'immigration alors que la démographie est galopante? On n'en parle pas beaucoup chez les juristes de la démographie. C'est quand même assez effrayant de penser la vitesse à laquelle la démographie augmente, puisque je vous disais en gros, pour récapituler de façon très approximative les choses, il a fallu 10 000 ans pour arriver à 1 milliard d'êtres humains. Ensuite, on a eu une courbe d'accélération avec 1 milliard tous les 100 ans. Et au début du XXe siècle, on est arrivé, je crois, dans les années 50, à 3 milliards d'êtres humains. Et entre 1950 et 2021, nous sommes passés de 3 à bientôt 8 milliards. Je crois que c'est 7 milliards 700 000 ou quelque chose comme ça, en moins de 100 ans. Alors, même si le mouvement ralentit, il faut déjà savoir comment faire face à cette démographie. Et on ne peut pas donc séparer les problèmes, on ne peut pas trouver des solutions magiques uniquement dans le champ juridique sans tenir compte de tout le contexte. Or, le contexte a énormément changé. Le contexte, c'est la démographie. Le contexte, c'est aussi l'existence des limites planétaires, boundaries, les limites planétaires, notamment dans l'exploitation des ressources. On sait maintenant que nous avons dépensé, je crois à partir du printemps, nous avons dépassé notre quota en quelque sorte de ressources pour les dépenser. Donc si on dépasse notre quota, ça veut dire qu'on rapproche la date de l'épuisement des ressources planétaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer non plus. Donc les défis pour moi, c'est comment rester juriste, parce que je ne vois pas quelle autre manière on pourrait avoir de réguler les choses à l'échelle mondiale si on ne passe pas par le droit, mais comment rester dans le droit tout en tenant compte de tout le contexte qui se situe en dehors du droit. Pour moi, c'est le défi majeur et je n'ai pas de solution miraculeuse, si ce n'est que de temps en temps, on essaye de faire appel à d'autres modes d'expression que la parole. Très bien. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup, professeur Mireille Delmas-Marty. C'était vraiment un plaisir, un honneur de vous avoir. Le temps nous manque parce qu'on continuerait encore pendant des heures à vous écouter. Nous allons partager la dernière vidéo avec les étudiants qui le verront parce qu'ils doivent partir dans leur dernier atelier maintenant. Et donc, ils verront cette vidéo de 2 minutes qui est le produit final. Encore une fois, sincèrement, merci. Un honneur, un plaisir de vous entendre et nous espérons peut-être une prochaine fois avoir l'honneur peut-être de vous voir physiquement. C'était un peu forcément décevant, mais en même temps, ça a pu être possible de faire et c'était extrêmement clair. Merci beaucoup. Un mot Merci sur ce que vous allez voir. Vous pourrez le voir en vrai à partir du 18 septembre au château de Gouttla dans la Loire, où il va être installé le 17. Ben voilà, la date est prise. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne journée à vous et nous espérons à très bientôt. Merci encore.